Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Tous les jours on partage notre analyse du marché, notre routine quotidienne qui consiste tout simplement à regarder le technique, le fondamental et le sentiment. Allez, intro. Alors, on commence par vous dire de mettre un like si jamais le contenu vous plaît. Ne pas hésiter à aller voir dans les descriptions de vidéos. Et le partenariat actuel se fait avec Bluefin. Si jamais vous devenez partenaire Crypto Signal via le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à venir le dire sur le Discord et du coup poster votre UUID dans la section qui est réservée à cet effet. Et on se fera un plaisir de vous donner accès aux vidéos supplémentaires que je propose dans les vidéos privées tous les jours. Alors, daily, c'est pas très joli puisque une nouvelle fois on enfonce ce niveau-là. Donc celui-ci peut disparaître. On n'a plus grand-chose sur zone. Hein. À partir du moment où on le baisse ici, on va dire que on reste dans un semblant d'honnêteté intellectuelle que cette vallée-là peut maintenir le prix. Maintenant qu'on a quand même traversé, je dirais, toute cette zone-là, hein, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs jours, on a quand même des chances plus importantes de revenir dans la zone des 60 à 62. Cela dit, il faut quand même traquer toute structure de retournement potentiel. On commençait à en avoir une en 15 minutes hier, mais elle n'a pas cassé la distribution actuelle qui se met en 4 heures. Vous le voyez comme ceci. Et pour le moment, on fait un nouveau plus bas. On rajouterait même ces deux creux-là. Pour le moment, on fait un nouveau plus bas, ou en tout cas, on revient à ce stade, on va dire, visiter le plus bas qu'on avait déjà fait. Donc, cette petite structure de retournement ici, 15 minutes, n'était, on va dire, qu'un petit sursaut, un soubresaut de la structure 4 heures elle-même en tendance baissière. Hein. Donc, on va dire une correction haussière au sein d'une tendance baissière 4 heures. En 1 heure, et bien du coup, vous le voyez là ici, ça c'était la structure de retournement dont on a parlé hier. Elle n'a malheureusement pas tenu son 1 heure. Hein. Le 1 heure ici qui devait tenir, il se trouve ici. Et pour le moment, on est également en train de le perdre. Donc du coup, soit on décide et on avait une partie de cette information à la perte de ce momentum ici, je dirais initial. C'est-à-dire, si on ne tenait pas le momentum initial, on pouvait éventuellement penser que ça allait effectivement être un SFP que cette figure, c'est-à-dire un swing failure pattern, une pattern qui ne vient pas chercher ses objectifs. Donc par rapport à ce 1 heure, la seule chose qu'on peut faire dorénavant, c'est le décaler ici. Le décalé ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a 1 heure pour regagner ce niveau hein, et pour marquer un double top ici en 1 heure. Ce faisant, si jamais à ce moment-là, on vient à casser le niveau qui est là, on aura quand même un signal éventuel que oui, la structure est en train de se modifier. Je parle ici bien sûr de faire un double bottom en W et de venir en casser la ligne de coup pour marquer un nouveau plus haut. À ce stade, aucune information que ça va être le cas. On est plutôt en train d'enfoncer le niveau, mais on ira voir en fonction de la liquidité, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui peut éventuellement être mis en avant sur les plus petites timeframes. Mais c'est pas très joli. La perte des 66, vous l'avez compris, on l'a déjà acté il y a quelques jours. Et tant qu'on trouve pas ici un endroit, je dirais mid dans les plus hautes timeframes, hein, sous-entendu, comprenez bien qu'ici, si je cherche le bas de cette vallée là, on parle de cette vallée dont j'ai parlé tout à l'heure bien sûr, si je cherche le bas de cette vallée, on corrobore plutôt pas mal avec le fameux niveau 1 heure que je viens de vous montrer. Donc, à ce stade, la question que pose la structure, c'est est-ce que je tiens le 1 heure de base? Bon, là, vous voyez, non, là, on est en 15 minutes, mais en 1 heure, on va regarder s'il est enfoncé vraiment ou pas. Je pense que c'est pas le cas. Non, vous voyez que nous, on travaille ici en hard closing, c'est-à-dire qu'il faudrait une ouverture et clôture. Il est 10h32, on a 30 minutes pour regagner et dire que ce niveau 1 heure a tenu. On est quand même dans la mocheté la plus absolue, hein, qu'on se le dise bien. En termes de structure de distribution, ici, il n'y a pas vraiment... En fait, il y a un optimisme à chaque fois sur les bottoms qui fait que beaucoup de longues viennent à rentrer. Et je l'expliquais déjà hier, mais ça, c'est une sorte d'aubaine pour ceux qui veulent longuer la zone, mais qui ont beaucoup plus de cash que tous ceux qui pourraient rentrer là-dedans et jeter l'éponge, on va dire, rapidement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux réaccumuler quand les stop-loss sont pris en dessous de ces endroits-là. Si je suis une grosse institution, je peux accumuler du long dans cette zone. Comprenez bien ici que si j'arrive à splitter mes achats sur des millions et des millions de contrats vers le bas, que ce soit au niveau des market makers ou des institutions qui ont envie de placer des grosses positions, je ne peux pas intervenir en achetant market et en disant je vais longuer 200 millions. Il va falloir que je prenne eh bien une structure en descente pour pouvoir attaquer des stop-loss à chaque fois qu'elle descend. Donc, ce qu'on veut plus ou moins pas trop voir ici, eh bien, il s'agit de, de retail qui soit sur les exchanges un peu trop basés sur des contrats longs parce que on a des bonnes chances de venir puiser leur liquidité pour pouvoir construire la vraie position, hein, le vrai bottom, d'accord ? Quand on aura absorbé tout ça, eh ben, on a des chances ici de se reprendre. Voilà un peu l'idée. Pour le moment, Bitcoin, c'est pas très joli. Pas de structure de retournement majeure. Si on voit des choses, je dirais, se dessiner sur des plus petites TF, pour le moment, vous voyez que la 5 minutes elle-même est baissière, etc. Sur des plus petites TF, des choses se dessiner. On peut peut-être estimer que c'est le début d'un mouvement qui nous dirait que, entre guillemets, la structure de retournement se trouve là. Pour le moment, aucun signe que c'est le cas. On reste dans une distribution. D'accord ? On va voir Ether contre Bitcoin. On va se mettre en 4 heures. Ether contre Bitcoin. Ici. Ether contre Bitcoin, pour le coup, on est un petit peu à la croisée des chemins. Soit Ether nous propose une cassure de toute la structure qu'il présente ici, qui est plutôt corrective en 4 heures, et vous voyez qu'on vient très légèrement de faire un nouveau plus haut, et qu'on a trouvé pour le coup sur Ether contre Bitcoin potentiellement un endroit où on casserait cette petite distribution. Pour le moment, rien n'est confirmé, il va falloir la casser dans une time frame peut-être un petit peu plus grosse. Mais c'est très encourageant pour le coup sur Ether contre BTC. Pourquoi ça ? Je casse la distribution qui est là. Il semblerait que je ne veuille pas derrière marquer un rejet puissant. Quand je casse cette structure-là, j'ai plutôt l'impression qu'on fait une impulsion et une correction derrière, d'accord ? Ne surtout pas perdre ce momentum-là. Et puis bien sûr marquer la cassure de la structure sur Ether contre Bitcoin de cette structure de consolidation-là, d'accord ? Pour le moment, on a, en 4 heures en tout cas, et en 1 heure, eh bien quelque chose d'assez joli pour pouvoir y aller. On va voir si ça se concrétise. Sur le 15 minutes, vous voyez que c'est une petite consolidation. Il ne faut surtout pas en perdre le bas. Faute de quoi, on serait sur une forme de top. Et il faut surtout en casser la distribution, bien sûr. C'est toujours la même technique habituelle. C'est-à-dire que là-dedans, ce que je veux voir casser, c'est ça, d'accord ? Je veux voir qu'on ne perde pas le bas de ça. Et je veux voir qu'on casse ça, et avec une certaine explosivité. Donc, Bitcoin, plutôt dans des dispositions baissières. Signal de bottom, pas vraiment. Pardon, j'ai dit Ether. Bitcoin, oui, j'ai dit Bitcoin. Ether contre Bitcoin, plutôt encourageant, et même à la baisse, on pourrait peut-être se dire que Ether corrigerait moins que Bitcoin si Bitcoin devait corriger plus. À l'inverse, si Bitcoin repart, Ether pourrait repartir plus vite. En tout cas, c'est ce que nous dit plus ou moins la structure. Vous l'aurez compris que ce qu'on regarde ici, ce sont des rotations. Ether contre le dollar, pour le moment, on est toujours un petit peu coincé dans ce range. À ce stade. Donc, on va dire que la logique voudrait que on continue dans le range, à minima qu'on revienne revisiter ça, c'est-à-dire plutôt de la baisse sur Ether. Maintenant, c'est pareil, la structure est pas moche. Ce qu'on veut voir casser sur Ethereum, c'est ça. C'est-à-dire ici une structure de retournement en W ou quelque chose qui vienne casser les 3614. On n'a pas encore de signal que c'est le cas. Enfin, en tout cas, vous voyez que sur ce qu'on avait mis en avant hier, c'est-à-dire ce 1 heure-là, on rejette une nouvelle fois à ce stade, d'accord ? Là, c'est pareil, difficile de dire. Est-ce que ça, c'est une montée qui se larve et qui va se reprendre ? Enfin, est-ce qu'on reste dans le range, en gros ? Ou alors, donc le range de 3003 à 3006, en gros, 10% de range, c'est beaucoup. 3004 plutôt à 3006, ouais. On peut regarder éventuellement où se trouve le point de contrôle de ce range, où est-ce qu'on a eu le plus de business dans la zone. Vous voyez qu'on est on est au milieu ici, on est en train de batailler dessus. Faut pas voir le point de contrôle comme juste une ligne, il faut le voir comme un node.
un endroit où il y a du business. Bon, là, le node est en plein milieu du range, d'accord, donc il n'y a pas vraiment d'information. Si on avait un node qui se trouvait plutôt là, que tout le monde avait bien racheté en bas, on aurait l'information que ça peut tenir pour repartir. Et à l'inverse, si on avait un node qui se trouvait là, ben, on comprendrait que dans la structure, ce qui est à maxima shorté, les institutions se positionnent plutôt sur le haut du point de contrôle. Là, le volume se trouve au milieu, donc c'est un range, c'est une zone de combat. Voilà, on va dire ça comme ça. La dominance des altcoins qui est toujours dans sa distribution. On est sur le bas actuellement. Bon, là, on est en 4 heures. En fait, la situation a assez peu évolué depuis hier, hein, concrètement, là-dessus. Dominance des altcoins qui, vous le comprenez, fait un petit peu peur au sens où, si jamais ça, c'est correctif, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai ma correction haussière là-dedans, avec une A, une B, une C. Ben, on peut craindre que les altcoins viennent de perdre le bas de cette accumulation, le momentum initial de comment c'était présenté, on va dire, ce point-là. La seule chose encourageante ici et à ce stade, c'est qu'on est sur le bas de cette distribution, donc ça pourrait donner quelque chose de haussier. A priori, pour le moment, on parle juste de correction haussière là-dedans. Attention à une capitulation éventuelle, vous le voyez ici avec cette épaule, tête-épaule, qui est penchée, mais c'est pas du tout un problème, les épaules, tête-épaule peuvent être penchées, d'ailleurs, si je fais ça, vous voyez qu'elle est plus penchée, tout est relatif. En général, on évite d'avoir des pentes de plus de 7-8% là-dessus, et là, on est très très loin d'avoir une pente de 7-8%, je pense. Ok. Donc attention à ça. Théoriquement, on s'attendrait quand même peut-être plutôt à une réaction haussière des alts là, en ce moment, pour au moins revenir là, d'accord, et peut-être venir donner éventuellement un retest de ce point-là. Si on est dans une sorte de range entre deux niveaux monthly, on peut s'attendre à ça. S'il y a capitulation, ça risque de baisser très fort sur les alts. Donc attention à vous. Personnellement, moi je ne touche pas les alts en ce moment sur le trading ou la recherche de trade sur les altcoins. Je me mets un peu sur le côté. J'attends que ça se passe. J'attends une structure. J'attends de voir comment ça se passe parce que j'aime pas trop ce que je vois côté altcoin. Est-ce que ça veut dire n'achetez pas des alts? Pas du tout. Je parle ici de trading. Si vous avez des alts dans lesquelles vous croyez dans le fondamental, etc., et ces choses-là, vous commencez tout simplement à être sur des zones où ça vaut le coup de tremper l'orteil et puis de mettre des ordres en DCA à la baisse. Je trouve qu'en tout cas, le spot est plutôt beau. Et en l'occurrence, même le spot en soi, sur les alts, était plutôt sur ce support-là, d'accord ? Sur la dominance. Pour le moment, on le perd. Ça ne veut pas dire qu'on va le perdre ad vitam aeternam. Si on tient le weekly qui est ici, pour le moment ça semble pas être le cas, hein. Vous voyez qu'on est presque samedi. Mais on n'a pas ouvert en dessous. D'accord ? Ce que j'entends par là, c'est weekly, refus de fermeture, on va compter celui-là comme étant dans la zone effectivement. Et puis là, bon, on a un début de réaction. En tout cas, on passe de 19 à 20% grosso modo. 20% d'alcool dominance depuis le 24 juillet 2023, ça fait un an que les alts refusent de perdre leurs 20%. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas les perdre? Aucune idée. On considérera qu'on les aura perdus par contre après une semaine passée sous ce niveau des 20%. Sinon, là on considère qu'on est encore sur de la prise de liquidité sur les altcoins. Donc à ce stade, malheureusement, il faudra, vous le comprenez, attendre la semaine prochaine, puisque là, on peut très bien fermer dessous d'ici dimanche. Ce qu'on veut voir, c'est une réaction ici qui se reprenne. Si jamais c'est pas le cas et qu'on ouvre en dessous lundi et qu'on ferme également lundi prochain en dessous, vous comprenez qu'on peut se dire qu'on est sur un mouvement un peu plus pérenne. Peut-être une référence dans le passé ici. Ouais, on a quelque chose de pas trop mal par là. Alors bon, c'est juste pour étayer mon propos, hein. Si je me mets en weekly ici... J'avais quelque chose qui a tenu pendant un certain temps, je vais y arriver. C'est ça. On pourrait le mettre plus bas, etc. Mais dans l'analyse, là, je trouve qu'ici, il est pas mal. À la limite, celui qui l'aurait poussé vraiment au plus bas du plus bas l'aurait mis là, d'accord ? Donc,
Concrètement, j'ai une distribution ici qui se met en place sur les alts et j'ai un support weekly, d'accord. On refuse de passer une fois, 2 fois, 3 fois, on se reprend bien là, et puis au bout d'un moment, on hard close, ici, vous le voyez, on hard close sur la bougie blanche que vous voyez là, ici. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à la suite de la perte de ce support? Il se passe tout simplement un sell-off, d'accord. Vous n'aurez pas des signaux potentiellement aussi clean, il est possible que la bougie parte d'au-dessus et qu'elle défonce en dessous, mais là, vous aviez l'information que pour les alts, on risquait d'aller dans quelque chose qui représente à minima déjà ce mouvement-là, d'accord. Si je prends ce mouvement-là, que je le reporte au point de sortie, vous voyez que ici, l'altcoin dominance est effectivement venu dans des zones plus basse. Donc l'idée ici, c'est de dire, bon, j'accepte tes petites prises de liquidité en dessous, et là, vous voyez que ça aurait été le cas. Néanmoins, tant qu'on reste dans la distribution initiale, à ce moment-là, on considère qu'elle pourrait continuer. Ce que j'évoque par là aussi, et ce que je veux vous montrer, quand je regarde la weekly sur les alts, donc à partir du moment où vous voyez ici même, on enfonce à partir du moment où on perd même un niveau qui est quasi monthly, qui est retesté après derrière. Vous voyez que c'est très propre à ce niveau-là. Derrière, qu'est-ce qui se passe? J'enfonce un niveau également et je reviens chercher la marge supplémentaire. Donc je viens de faire un retest. À partir du moment où cette structure, ici, fondamentalement sur l'altcoin dominance, continue à la baisse, et là je vous ai montré les creux et les sommets descendants, et attention à ce qu'on ne vienne pas tout simplement prendre le plus bas précédent, d'accord. Certes, on avait cassé une distribution ici, il y avait une forme d'encouragement. Certes, on fait du ski dessus, là-dedans. Mais à ce stade, c'est pour ça que je dis attention sur les alts, d'une certaine manière, c'est que à ce stade, on ne peut pas considérer que moyen terme, cette structure-là se retourne. Sur le fond, et c'est ce que j'ai expliqué également, mais j'en ai déjà parlé, il se pourrait que les alts soient dans un range entre 13 et 36% actuellement. En soi, tant que le weekly tient ici, on est dans une config où tout peut arriver, puisque là c'était possible que la distrib déjà elle pète et que le bull run continue. Admettons, on était dans les janvier 2022, c'est peut-être pas au niveau liquidité les spots idéaux, mais voilà. Et à l'inverse, si on vient à perdre le support, on va dire, on aura typiquement une réitération de je perds la marche, ce qu'on a fait là. Je perds la marche et il y aura probablement un retest de cette marche-là, d'accord. Ce qu'on voit sur les alts, c'est un escalier. Escalier de 36 à 28, retesté ici. Escalier de 28 à 24, retesté dernièrement. Et là, actuellement, soit on a notre structure de retournement, puisqu'il y a cassure quand même de la distribution. Le momentum de distribution sur les alts est perdu, d'accord, le momentum initial. Sous-entendez, c'est comme un escalier où c'est pas qu'il manque une marche, mais la marche est plus petite. Voilà, vous descendiez à une certaine vitesse dans cet escalier-là. Là, vous alliez assez vite. Et puis, là, il se trouve que à ce moment-là, quand on a cassé ça, l'escalier commence à refuser de descendre aussi vite que précédemment. Bien sûr, c'est de la dominance qu'on regarde, donc on n'imagine pas les alts aller à zéro. Il y aura toujours une certaine valeur d'une certaine manière, d'accord ? Donc la grande question ici pour moi elle est dans ce support weekly, c'est ça que je voulais expliquer, et si jamais on se reprend sur cette zone là, l'escalier va repartir vers le haut. Pour le moment on n'a pas le signal que c'est le cas, puisque on a plutôt refusé de passer une marche supérieure, et dans l'idée on aura l'info qu'on veut passer une marche supérieure uniquement quand on aura réintégré cette marche là, d'accord, toute cette zone là qui a fait résistance, ok. Si je vois ici le sol arriver, le sol arrive et derrière, théoriquement, j'aurai une nouvelle marche, un nouvel escalier entre guillemets, bon, qui va être un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire hop, 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 et ainsi de suite, qui me dira que la structure est retournée à ce stade-là, et pour le moment, il fallait prendre ça. Les 25% de dominance, et il fallait réenfoncer assez fortement les 24 qui sont ici, et pour le moment vous voyez qu'on a refusé de le faire, on a dit non, ça vend dans ces zones là. Dans la psychologie, qu'est-ce qu'on peut y voir? Bon là on regarde de la dominance, mais tous ceux qui avaient en fait acheté là,
pensant à une correction plus substantielle, se sont fait peur ici, et quand on est revenu retester leur zone d'achat précédente, ils en sont sortis. A l'inverse, tous ceux qui avaient acheté ici se sont retrouvés avec des profits substantiels également, et ont commencé à prendre des TP partiels sur des zones logiques, c'est-à-dire avant l'attaque, le retournement réel de la structure, et ça nous a donné ce sell-off. Fondamentalement, c'est bien évidemment les annonces de Powell sur son dernier FOMC qui nous ont dit qu'il y aurait moins de baisse de taux que prévu sur l'année 2024, fin de l'année 2024. Est-ce qu'on fait un petit point là-dessus Non, on va passer, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Ici, à part 2-3 blagues sur le Twitter, on a les sorties des ETF d'hier, moins 108 millions de dollars, ça fait 5 ou 6 jours consécutifs. Je dirais 5 jours où on a eu entre 100 et 150 millions de sorties, c'est pas très bon. Ici, analyse intéressante de Willy Woo, que moi j'aime beaucoup, qui dit en termes simples, vous connaissez le hash ribbons, etc., toutes ces choses-là, en termes simples que Bitcoin pourrait se remettre à partir du moment où les mineurs décident d'arrêter de vendre. Les mineurs vendent un petit peu en ce moment, tout simplement parce qu'avec le halving, le halving leur rapporte 2 fois moins de BTC, donc c'est normal qu'ils soient positionnés à la vente suite à un halving. Ils essayent tout simplement de survivre, hein. C'est difficile d'être un mineur de crypto. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que quand le hash rate se remet à tourner, c'est-à-dire que quand la puissance de calcul de Bitcoin se remet bien, on va dire, et bien à ce moment-là, c'est là que ça repart. C'est pour ça que le hash ribbon est plutôt un bon indicateur, en tout cas dans ce que possèdent les mineurs. Je crois que les mineurs sont actuellement à un niveau de réserve en termes de Bitcoin qui est... On parle en Bitcoin, hein, ici, attention, on parle pas... On parle pas en dollars, mais ils sont à un niveau de réserve en Bitcoin qui est le plus bas depuis 14 ans. Il faut comprendre que ça reste relativement normal, puisque Bitcoin s'est extrêmement apprécié en dollars, donc c'est pas que c'est normal, si vous voulez, mais en tout cas, effectivement, les mineurs ponctionnent sur leurs réserves pour continuer à pouvoir miner, acheter des machines, payer l'électricité, toutes ces choses-là. Ici, allez voir la vidéo si ça vous intéresse, c'est Jeffrey Seffard, ou je sais plus si ça s'appelle Jeffrey ou Jérôme, enfin voilà, Seffard qui est un analyste ETF qui dit que David Hirsch, le chef de la crypto, est parti à son sens. Pourquoi il a quitté la crypto? Parce que en fait il s'est rendu compte que suite à la fin du procès de Terra Luna, qui était quand même son cheval de bataille principal, qui pour le coup, selon certaines personnes, avait lieu d'être, hein, puisque là on était sur de la protection investisseur pure et dure, et qu'ils ont pris, si je ne me trompe pas, 4 milliards dans l'histoire. Lui il dit en fait il a très bien compris que dans cette partie là du boulot, si vous voulez, ça serait désormais le juge qui allait donner la régulation crypto à laquelle les États-Unis s'attendent, à moins que le Sénat rentre en place, si vous voulez. C'est-à-dire que ça légifère de ce côté-là, mais ce qui n'a pas l'air d'être le mood actuel. Le mood actuel est plutôt de laisser aux juges le soin de faire leur boulot. Donc, si vous êtes impopulaire parce que vous faites la guerre contre la crypto, comprenez bien que c'est pas juste avant des élections que vous allez mettre ça sur la table. Ça n'a pas été fait avant, donc du coup, dans l'idée, c'est vraiment principalement pour ça que, selon lui, David Hirsch serait parti, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas grand-chose à faire de plus après Luna. Ici, si vous habitez autour de Vienne, Chasse-sur-Rhône, Saint-Maurice, l'Exil, Eyrieux, Estrablin, Diemose, allez regarder le programme de Aurore BTC, qui est en fait la toute première candidature en France, qui est centré autour du Bitcoin et de la crypto. Pour moi, un vote, au moins pour ceux qui sont vraiment pro-crypto, en tout cas, ou ce genre de choses, là vous avez quelque chose, un vote utile, un vote qui, si jamais elle fait un très très bon score, ça donnera tout simplement des idées.
Vente de la part de l'Allemagne de potentiellement 6500 bitcoins. Alors pour le moment, ils ont juste bougé. Ils n'ont pas été vendus. Hein, ceux qui pensent qu'ils ont été vendus, a priori, selon Arkham, il y a eu juste du mouvement. Bon, le fait qu'ils bougent peut bien sûr sous-entendre qu'il y aura une vente ultérieure. Et au Canada a été déposée une demande pour un ETF Solana. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à aller voir le partenaire Blofin en description de la vidéo et vous abonner éventuellement sur le Twitter si vous avez Twitter. L'Europe a un nouveau moteur économique, les touristes américains. Alors là, c'est l'américain dans sa plus belle expression, comme si les Américains qui viennent faire du tourisme ici allaient relancer l'économie selon le Wall Street Journal. Tissu de conneries. Bon, c'est bien que les Américains soient là. Ils ont en plus du dollar qui est bien fort, qui pourrait vouloir venir dépenser dans notre magnifique secteur immobilier ou touristique, mais c'est pas le tourisme américain qui va relancer l'Europe. Mais les Américains adorent cette idée. On vient au secours de la vieille Europe. Il faut comprendre aussi que l'Europe a créé les États-Unis ont créé l'Europe. Il y a cette espèce de notion un petit peu oedipienne dans les Américains qui n'ont pas nécessairement énormément d'histoire. Hein. Au départ, c'était des Espagnols, des Français et des Anglais qui sont partis. Donc bon, voilà, et si ça leur fait plaisir, on pourra dire ça. Qui viennent et qui dépensent leur thune, c'est une très bonne chose. Le trésor de MicroStrategy, on a parlé. J'ai fait une petite erreur hier, j'ai parlé d'obligations en ce qui concerne les achats de MicroStrategy. Après vérification, là, les derniers 20 000 bitcoins qui ont été achetés, c'est énorme, hein, 1 milliard, il faut comprendre que c'est un très gros achat, autour de 65 000 $ de prix de revient. En fait, c'est des convertible notes, c'est-à-dire que c'est des actions qui vont être émises plus tard. Vous achetez un droit sur une action MicroStrategy en leur donnant actuellement du dollar. Donc il y a une certaine dilution. Hier, j'ai dit que comme c'était probablement des obligations, il n'y aurait pas de dilution. En fait, si, il y a une certaine dilution. Actuellement, si vous achetez du MicroStrategy, vous le payez plus cher que du Bitcoin. Enfin, je veux dire, le Bitcoin per share, donc le nombre de Bitcoin que vous détenez par action, est petit à petit en train d'augmenter. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que c'est une tendance qui est plutôt saine. Vous n'êtes pas en train de vous faire diluer en termes de Bitcoin par action que vous possédez, il est plutôt à l'augmentation. Mais à l'inverse, c'est comme si vous payiez avec Y et Z du Bitcoin avec un énorme premium, c'est-à-dire 90-91% actuellement. Donc ça veut dire que vous croyez aussi dans la solution micro-logicielle de MicroStrategy, etc. et que vous pensez que ce premium peut aller à l'augmentation. Encore plus, c'est-à-dire qu'une action MicroStrategy vaut plus que... ce que je dirais, c'est qu'un premium à quasiment 100%, 90-91%, commence à devenir inquiétant. Consensus qui demande à l'IRS... alors là, du coup, c'est le service des taxes américain. Il a été demandé des nouveaux reports de règles, puisque on ne sait pas trop où on va de ce côté-là au niveau des États-Unis. Les options qui visiblement montrent un biais pour des calls à 100 000 $. Je ne sais pas sur quelle date. J'avais plutôt vu sur les prochaines... Là, vous comprenez, 28 juin, on est sur un vendredi... Le prochain vendredi, hein, pas celui-ci, mais on est sur le prochain vendredi. Il y a un spike, parce que c'est un vendredi de fin de mois. Et même fin de trimestre, en fait. C'est ça, oui. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, c'est ça, fin de trimestre. Donc c'est une grosse clôture d'options. Vendredi qui arrive. Bon, on va la regarder, hein. Max Pain Price à 56 000. On n'a pas. Moi, j'aime bien avoir une courbe en sourire avec le Max Pain Price au milieu. Là, vous voyez que d'une certaine manière, toute la zone de 56 au prix actuel, 65, correspond à une zone un peu neutre, hein, d'accord. Moi, ce que j'aime bien, et très peu, vous le voyez, le ratio put sur calls, 0,52, vous avez beaucoup plus de call que de put. C'est-à-dire que le marché se hedge beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse.
Comment on peut dire ça comme ça? Moi j'aime bien quand la courbe est en sourire, voilà, quand ça fait un joli sourire, que le max pain price est au milieu. Là c'est une courbe qui est graduelle, avec un ratio put-call qui n'est pas équilibré. Donc pour moi le max pain price veut dire moins de choses dans ce type de contexte-là. Combien il y a de pognon en jeu? 41 millions, notional value, 6 milliards, c'est beaucoup. Et vous voyez ici 2 fois plus de call que de put. Concrètement, si on veut faire perdre tous ces gens-là, ceux qui ont mis des calls beaucoup plus haut, hein, vous voyez qu'il y a des calls à 75, 80 000, etc., il va falloir tenir le prix dans ces zones-là. Donc ça reste une courbe quand même intéressante, et rester encore une semaine dans la zone des 56 finalement à 65 peut être intéressant pour, on va dire, les vendeurs d'options, celui dans les niveaux dans lesquels Deribit aura à payer le moins possible de monde. On va regarder sur tout le monde, mais Deribit aura à payer, non là on n'est pas ok. On aura payé le moins de monde possible dans ces zones-là. C'est pas que Deribit, c'est plutôt des market makers qui vont venir apporter la liquidité sur Deribit, etc. Mais ouais, en soi, je trouve toute cette zone est neutre, de 56 à 65. Et par contre, très grosse clôturation d'options vendredi. Tac, 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 tac. Ripple, qui pourrait se voir administrer un procès en Californie par rapport à des déclarations fallacieuses de Brad Garlinghouse, son CEO. À voir, je vais pas regarder ici, mais bon, procès en Californie, c'est pas très très grave en soi. Les analystes qui prédictent que les US pourraient avoir leur crise de la Banque d'Angleterre. Le Canada qui se prépare à afficher des droits de douane, des conditions tarifaires de douane non favorables à la Chine au travers de ses véhicules électriques. C'est toujours un petit peu la question ici, hein, vous le voyez, la Chine qui a dépensé 230 milliards pour construire son industrie de véhicules électriques. Vous êtes ici dans l'usine du monde, vous lui demandez de faire la production d'un secteur qui va bien évidemment exploser. Il faut comprendre que la Chine, une fois qu'elle n'aura ne serait-ce qu'à couvrir son marché intérieur, sera si son marché intérieur est capable d'acheter, hein, bien sûr, ce que la Chine produit, sera dans des très bonnes dispositions. Le problème de la Chine, c'est que ce marché intérieur se contracte, il y a une mauvaise démographie en Chine, et que, étant devenue l'usine du monde, à partir du moment où elle a intégré les nouvelles technologies, géré ses propres marques, etc., on va dire que l'argent ne remonte pas chez Apple, Tesla, etc. Donc on est dans des conditions super libres de marché quand c'est favorable aux États-Unis. Désolé, ça va être une vidéo assez anti-atlantiste, mais en ce moment je suis un peu remonté. Et donc du coup, quand c'est favorable aux États-Unis, par contre, en revanche, quand les Chinois se mettent à se mettent à créer leur propre marque, etc., et captent un petit peu la valeur ajoutée des transferts de technologie qui leur ont été proposés, puisque on leur a transféré les usines, hein, tout simplement. Et bien à ce moment-là, on va dire que les pays qui étaient en demande au départ, se retrouvent à mettre des droits de douane. Dans ce cas-là, le libre marché ne fonctionne plus, d'accord ? Le problème, c'est que ça ne force pas vers la créativité de ces mêmes pays, la créativité et la productivité, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que les Chinois sont capables de fournir une valeur ajoutée plus intéressante sur leurs véhicules, peut-être, que, on va dire, une Renault, je ne sais pas quel est le Renault Capture électrique, etc. Et en termes de valeur, même avec des droits de douane ajustés, il est possible que ces marques-là s'en sortent plutôt bien, et tant mieux pour elles, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu des investissements, etc. Et encore une fois, l'idée du free market, du marché libre, elle doit fonctionner dans tous les sens, d'accord ? À ce stade-là, avoir une belle armée ne suffit pas à imposer ces conditions de marché. Des options bearish sur Nvidia. Et aujourd'hui, il y aura le PMI, intéressant à regarder, mais pas forcément annonciateur d'une grosse volatilité. Semaine prochaine, pas grand-chose, sauf éventuellement vendredi, où on aura le PCE, donc indice de l'inflation du mois de mai. Bon, on a déjà plutôt quand même eu le ton avec le CPI, hein, donc pareil,
on est sur, en ce moment, en termes de news économiques en tout cas, des endroits qui représentent peu d'attente. Ensuite, BTC qui continue de dégringoler, qui vient nous prendre le point ici au 64. Donc tout ça c'est nettoyé. On va regarder comment on s'est construit depuis. On avait fait la vidéo par là, je pense. Alors ça c'est pas mal. Il y a du short ici sur le haut de la structure. Donc là, on a un peu de monde à venir prendre si jamais on se réveille, autour des 65. Qu'on va marquer comme ceci. Est-ce que j'ai du long en bas? Pas tellement. Là, vous voyez qu'on vient de faire une jolie prise de liquidité à l'instant même. Est-ce que j'ai du monde en bas? Ouais, vite fait. J'ai un funding ici, vous le voyez, qui monte alors que le prix descend. D'accord? On va voir, ça va s'activer parce que là, quand vous êtes dans le mouvement comme ça, il faut comprendre le funding se met à jour toutes les 8 heures. Donc, on a beaucoup d'exchanges là ici sur CoinAlyze, mais il y a quand même voilà, on pourrait même regarder plus en 15 minutes. Voilà, sur la structure en 15 minutes, on va dire qu'on a une certaine forme de normalité. Donc difficile de dire. On va le mettre en trétillé et on va voir si demain il se sera réellement mis en place parce que pour le coup, il y a des beaux achats market là, vous le voyez. Là-dedans, du monde qui essaye de sauver peut-être quelque chose. On va voir si c'est le bottom. On ira voir en fin de vidéo et en faisant la conclusion de cette histoire. J'ai pas regardé combien on avait liquidé. On a liquidé 144 millions. Un peu plus de la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Un peu moins de la moitié, pardon. 50 millions, un tiers. Et on a liquidé pas mal sur les alts, visiblement. Donc voilà, ça c'est intéressant. Le carnet d'ordre... Ben, on est en train de filer des ordres à l'achat. Il a fallu quand même un petit peu de momentum pour venir chercher ces ordres-là. Voilà, à la perte des 66, on a quand même ici un beau mur d'achat. Je dirais qu'entre maintenant et 62, 63, il y a des zones intéressantes pour rebondir. En tout cas sur le spot. Les liquidités... Alors, on était longué sur le bottom ici, on est en train de venir prendre la poche de liquidité, c'est ce qu'on avait dit hier, à chaque nouveau bottom, si tout le monde essaye d'attraper le couteau, peut-être qu'on viendra chercher la poche de liquidité. Le delta est plutôt positif, si ça se reprend, ça va se reprendre fort et vite, si on vient en tout cas chercher tous les shorts qui sont sur cette structure. Lightmap weekly, pardon. Lightmap Weekly, on dirait qu'elle s'est pas mise à jour là, attendez. Pas du tout. Désolé, petit couac. C'est nouveau cette présentation là sur iBlock. Moi j'aime bien les trucs qui changent pas, quand je les utilise tous les jours surtout. Mais bon, on va s'y faire. Ok, alors, du coup, on réitère cette analyse-là, puisqu'il ne s'était pas mis à jour tout seul. Bon, ben voilà, prise de liquidité en dessous, etc. On vient sur toute la structure. Attention, on est un peu longué déjà, d'ores et déjà, sur ce bottom-là. Cependant, grosse position à venir chercher, je dirais autour des 64 250 à court terme. Et poche de liquidité 65,7 et 66,5. Si ça doit rebondir, ça pourrait rebondir péchu. Vous voyez que le delta est extrêmement favorable aux shorters, surtout sur la zone des 64 250 à ce stade. Donc il y a peut-être un petit intraday à prendre, juste pour le recover à ce stade-là. Il faudra attendre une petite structure en 1 ou 5 minutes, allez. Oui, pardon, je ne me suis toujours pas fait à l'idée que maintenant tout est sur une page. En termes de liquidité, ici, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le point chaud est pris autour des 63 500 à peu près. Si ça doit aller vraiment tout en bas du point chaud, viser 62,4, tout en bas de la poche de liquidité, j'entends. Sinon, là, le boulot est fait. Au niveau du point chaud qu'on vient de prendre, il y a beaucoup de contrats qui ont dû changer de main là. Et par ailleurs, ensuite, se reprendre veut dire, pour moi, 70, légèrement sous 70, et se reprendre totalement. Si le sentiment est mauvais, si on venait à je parle du sentiment retail, bien sûr, mais retourner à 70 si le sentiment est extrêmement mauvais, à ce moment-là, on peut viser au-dessus, c'est-à-dire 72, quelque chose comme ça.
Ether qui refuse un peu les corrections, même s'il est venu prendre une poche de liquidité dont on avait parlé hier, pardon, à 3450. Vous comprenez que BTC actuellement, c'est comme si Ether était à 3350. Donc, du coup, peu de shorters, attention à ça. Enfin, peu de shorters. On est plutôt à un équilibrium, on va dire ça comme ça. Autant de short que de long. Attention, ça c'est plutôt impulsif, ça c'est plutôt correctif, ça a l'air plutôt impulsif. Je pense que Ether va corriger un petit peu, et un peu plus, j'entends. Et sur sa heatmap weekly, ben, on attaque un point chaud qui était là, effectivement, la bande un peu jaune. Le prochain est autour des 3415. Si vraiment on doit prendre toute la poche, ce sera 3270. Le point chaud en weekly des liquidités sur Ether se trouve à 3700. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. Alors la conclue de cette vidéo, déjà d'une certaine manière, vous l'aurez compris, le fondamental est pas moche sur la crypto, la structure est moche, les liquidités sont pas excessivement moches, mais on a un peu trop d'optimisme sur la zone, d'accord? On commence à aller, je trouve, dans des zones, puisqu'on a perdu 66, commence à aller dans des zones intéressantes. Cette vallée-là, ici, c'est une heure pour moi, elle peut être attaquée sensiblement. Maintenant, vous voyez qu'on est déjà à l'attaque de ça, en tout cas j'ai l'impression. Alors, on est au contact de la vallée suivante, hein, donc voilà. Est-ce qu'il y aura réaction sur... On était sur quoi? 63 415 ou pas? C'est une très bonne question. Là, je vais pas le mettre comme un niveau, mais je vais le mettre comme une vallée. Hein. Parfois, encore une fois, vous prenez des marches. Pour moi, il y a deux bottoms sur ce mouvement qui sont désormais présumés. Il y a celui-ci. D'accord, une résistance qui devient support. Vous comprenez qu'on est en train de couvrir une imbalance qui est là-dedans. Elle commence réellement à se faire ici, on va dire. Résistance qui devient support. Là, tout ça, c'était une résistance. À partir du moment où on la passe, il y a une belle accélération. Ici, désormais, ça devient un support. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui sont rentrés sur cette zone en longue peuvent éventuellement vouloir reprendre du contrat dans la même zone, ok? Dans la mesure où on est quand même peut-être plutôt dans l'idée, puisque quand on l'a dit, ici il y a une forme de perte de la flat, hein, je pense que maintenant elle est relativement claire, à partir de ce retest là, la flat n'est plus valide ici, hein, là ça y est, on enfonce des niveaux, 63,5, etc. Bah, on peut peut-être aller chercher les zones d'une flat étendue, c'est-à-dire ces zones-là. Donc concrètement, quelles sont les trois options qui se posent à nous en termes de quand est-ce qu'on aura à minima une réaction haussière, hein? Je parle ici de la fin de cette distrib 4 heures, hein. C'est ça qu'on cherche. Bah d'abord, si on y va aujourd'hui, 62 000, pourquoi pas? C'est-à-dire le bas de la distrib. Et puis ensuite là, ça se reprend et ça casse. On est dans la zone de flat étendue, etc., etc. Je trouve que la zone ici présente un intérêt, mais l'intérêt ici ne serait qu'une réaction, d'accord? Voilà, revenir un peu sur ces zones-là. On voit qu'il y a vers 65 des choses à prendre, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, pour moi, là où il y a une belle zone de rebond quand même ici, désormais, maintenant qu'on y est, c'est 60 675. Donc, est-ce que mon scénario, et je parle ici ne serait-ce que de venir faire quelque chose d'haussier, d'accord? On n'est pas ici dans un retournement ultime pour le moment. Ça nous donnera des signaux, hein, si on arrête cette distribution-là, ça nous donnera des signaux qu'on peut retourner éventuellement sur des ATH, mais ça ne sera pas le retournement ultime. Le retournement ultime, il aura lieu que dans ces zones-là. Quand on viendra casser cette 4 heures, par exemple, on aura là le vrai signal, d'accord? Mais on est dans une distribution, est-ce qu'on peut avoir une correction de cette distribution pour éventuellement aller plus bas, viser 69,5, etc., ce genre de choses par exemple? Et à partir de quel endroit? Ben, vous avez trois scénarios ici, vous avez le 1 heure actuel, c'est-à-dire on se reprend là tout de suite pour ne pas fermer ce 1 heure. Vous avez encore une fois la ligne de coup, pardon,
la ligne de coup de cette petite, ici, épaule, tête, épaule, ce W, appelez-le comme vous voulez, et vous avez le bas, c'est-à-dire le creux à ne pas perdre. Vous comprenez bien ici que si on repasse sur la 4 heures, j'ai une impulse, un creux majeur, une impulse, et là je suis en train de chercher l'endroit où je peux continuer à être haussier si je demande à l'être. Hein. Attention, on peut faire une continuation de la, je veux dire ici, ça c'est correctif, et on a une nouvelle impulsion. J'ai aucun problème avec ça non plus. Hein. Mais pour l'instant, à ce stade, celui qui veut chercher une réaction haussière là-dedans, quel est l'endroit le plus propice et le plus approprié? Bah, tout simplement, ici était une zone possible et imaginable, mais dorénavant, on va dire que si vous êtes rentré, elle est perdue. Ici est une zone moins professionnelle et plus actuelle, mais on va dire qu'à ce stade-là, si vous jouez ça, vous ne jouez que ça, en grande partie. Gros TP ici à 65,3. Pour un rebond de liquidité, on l'a vu dans la liquidité intermédiaire, autour des 65,3, et pour derrière éventuellement jouer une continuation supplémentaire ou un runner qui vienne casser la structure, aucun problème avec ça. En soi, si j'avais du coup des endroits logiques, etc., personnellement, vu qu'on y est, qu'on est dans cette zone-là, je dirais qu'aujourd'hui, il se peut qu'on ait une structure un petit peu haussière à partir de ce point-là, et qu'au final, on continue un petit peu la distribution là-dedans pour chercher finalement une 5e vague. Et là, je trouve que ce niveau-là, celui des 60 700, est très intéressant. Dans tous les cas, quelque part, on va dire, soit dans cette vallée, soit en bas de celle-ci est intéressant. C'est-à-dire, toute la zone de 63 à 61 présente, je trouve, un intérêt, parce que c'est la défense de la structure haussière en 4 heures, d'accord ? Vous comprenez, ici, on avait un joli momentum qui est perdu. On fait une correction qui envoie du pâté pour revenir à une trend plus précédente, on va dire ça comme ça. Donc je trouve que la zone de 63 à 61 est intéressante, et je trouve que en bottom ultime, entre guillemets, présumé, ce point-là, là, ici, est intéressant. Pas exclu qu'on passe très légèrement en dessous. Ça nous donnera un petit retournement de structure, mais qui ne sera pas nécessairement dans ce sens-là. En tout cas, sur la perte des 66, etc., et de toute cette zone-là, désormais, on va viser l'étendue, d'accord ? Donc, on est plus ici dans la recherche, hein, encore une fois, de continuation longue, que dans la recherche, vous le comprenez ici, de venir shorter la zone de X nana à 66. Pourquoi ça ? Parce qu'on est plutôt dans une recherche actuellement de coller. Comprenez bien que tout est une histoire d'unité de temps, d'accord ? On a parlé beaucoup des rotations, mais il faut parler aussi des unités de temps. Ici, dans l'unité de temps, d'accord, je cherche à m'inclure dans une structure haussière qui pourrait casser la structure baissière intermédiaire et me donner la nouvelle impulsion que j'attendrai de cette structure. Impulsion, consolidation, d'accord ? Correction haussière, potentielle cassure, je rentre pour essayer de choper la suite du mouvement. Donc je m'inscris dans la tendance weekly, je m'inscris dans la tendance 4 heures, mais j'insulte, entre guillemets, la tendance daily. Ok, c'est ça le problème de cette histoire. C'est pour ça que, en insultant la tendance daily, je dois prendre en théorie une bonne partie de mes profits à l'endroit où la daily est baissière, d'accord ? C'est-à-dire ici. Bien sûr, vous vous calez légèrement en dessous, hein, on n'est pas des bêtes. Hein. Mais ici, 1, 2, 3 et 4, dans la mesure où j'essaye de rentrer ici sur l'endroit où on ne perd pas le creux majeur de cette 4 heures et que j'essaye de venir à casser cette structure-là, je dois respecter la daily. C'est-à-dire qu'ici, je dois sortir une partie de mes profits. Dans tous les cas, et en termes de taille de position, etc., et toutes ces choses-là, l'endroit le plus professionnel pour rentrer dans cette structure, vous aurez compris qu'il est là, 60 500. L'endroit un peu moins professionnel, il est là. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est rentrer en intraday et venir le défendre 3000 $ plus bas. Donc vous ajustez votre levier, ou autre, hein, ou vous le faites au spot si vous voulez.
pas une question, on s'en fout des leviers en fait en soi. Le levier c'est juste un crédit et voilà, un crédit, le seul danger c'est d'être surendetté, c'est tout. Et en l'occurrence, surendetté, ça veut dire ouvrir une taille de position qui soit trop grosse, d'accord? Et ça, les tailles de position, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, donc théoriquement, vous devez être bien alerte sur ces choses-là. Bah voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo. Personnellement, scénario privilégié, un petit rebond haussier ici, qui nous emmène par là, et derrière, encore une vague supplémentaire, qui viennent chercher, je dirais, peut-être pas ce niveau-là, parce que tout le monde l'attend, le passage sous la structure ici, mais peut-être plutôt celui-ci, c'est-à-dire 61,5. Donc, récupération du moment jusqu'à 65, c'est le scénario privilégié pour la journée, la suite de demain, après-demain, etc. Récupération du prix jusqu'à peu près 65, derrière on vient chercher 61,5, et derrière on finit par enfin casser cette structure, à minima jusqu'à 69, et peut-être, on l'espère, une cassure de structure totale, pour aller chercher les targets qu'on cherche, c'est-à-dire 77, 88 et 115 en runner. Ok, voilà un peu l'idée. Vous avez toutes les time frames sous les yeux. Ne vous prenez pas les pieds dans le tapis en vous plantant entre vos time frames et n'insultez pas les time frames dans lesquels vous rentrez à contre-tendance, c'est-à-dire ici la daily. Vous avez le vent dans le dos, mais vous n'êtes peut-être pas hacké là actuellement, hein. Vous êtes en train de, on va dire, ne sautez pas du bateau totalement, parce que le bateau a le vent dans le dos, ok? Si vous sautez complètement du bateau, à ce moment-là, enfin c'est une très mauvaise analogie, mais bon bref. En l'occurrence ici, bah, si jamais les choses se reprennent bien sur cette zone, ou celle-là, c'est pas tellement la question. Qu'est-ce que vous aurez sous les yeux? Bah, il y aura une épaule tête-épaule en correction. Je préfère quand elles sont en bottom, moi, c'est-à-dire, ça j'en ai déjà parlé aussi, mais que votre épaule tête-épaule, elle fasse comme ça. Une fin de... Elle était plutôt comme ça, mais une fin de structure baissière. Là, si l'épaule est tête-épaule et la correction, j'aime moins. Mais elle nous donne, elle affiche des targets aussi si on vient à casser ça, hein, en tout cas, bien sûr. On a évoqué la possibilité également d'un triangle ascendant qui se construise un petit peu avec cette résistance-là. Une 2, une 3, une 4, une 5 qui rejette une dernière fois. Retour sur trend. Vous voyez que la trend, en gros, elle correspond à quoi là? Allez, elle correspond à peu près à la verte que vous avez sous les yeux, là. Là, on est en train de l'enfoncer, mais comprenez qu'on regarde une trend qui est plutôt vieille, donc on peut lui laisser ce crédit-là d'être légèrement enfoncé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, retest de la résistance, et ensuite, on arrive à passer au travers. Ça, c'est une possibilité qui existe aussi, mais pour le coup, si on vient dans mon scénario privilégié ici, dans ces zones-là, vous voyez qu'on est peut-être dans autre chose, d'accord ? Bah voilà l'idée, je pense qu'on a redéveloppé des concepts dont on avait déjà plus ou moins quand même parlé hier. Il y a autre chose également que moi j'aime bien faire, c'est sur les grosses épaules tête-épaule qui sont cassées là, comme celle-ci, garder la ligne de coup. Vous voyez que j'ai toujours gardé cette 4 heures là ici sous les yeux. Garder la ligne de coup parce que assez souvent elle provoque des réactions un peu plus tard, d'accord? Je sais pas pourquoi. J'ai pas de phrase psychologique, j'ai pas de phrase entre guillemets sciences humaines qui explique ça. Mais assez souvent, j'ai remarqué que quand je gardais des lignes de coup d'épaule tête-épaule, on va dire qui correspondent à des structures de cassure un peu massives, et bien à ce moment-là, elles arrivaient à provoquer des réactions. Donc là, on passerait sous la structure, mais enfin, si on y va aujourd'hui, hein, encore une fois, peut-être un peu plus tard, etc. Il y a des tas de choses à venir chercher. Mais je garde l'idée d'un retest de cette ligne de coup quand même sous le coude. C'est dommage parce que là, elle avait très très bien fonctionné, cette ETE. Elle nous avait donné donc sa cassure, son retest. Elle n'est pas allée chercher sa target. On a vraiment refusé sur le 4 heures, puisque sa target était au-dessus. Est-ce qu'elle va pas retester et ensuite aller chercher sa target? On va dire que tant qu'on n'enfonce pas réellement totalement ce niveau-là, et là, bon, ça voudrait dire y aller rapidement, ne pas y aller trop bas. Mais moi, j'invalide les ETE.
quand on perd l'épaule gauche, parce que sinon vous n'allez pas les garder, alors que certains les invalident quand on a perdu la tête. Moi je les invalide à l'épaule gauche, quoi, histoire de... Donc, voilà pour cette vidéo. Pas de signe de cassure de ça. Pour avoir le signe d'une cassure de ça, il faudrait commencer par en péter, on va dire, la structure, hein, tout simplement, déjà. Enfin, la casser, quoi, tout simplement. Là, c'est quand même très péchu, hein, comme descente. Je parle de la pente. Mais vous voyez qu'à aucun moment, on remet en cause le côté péchu de cette pente. Si très légèrement, là, on a peut-être l'impression que ça se calme un petit peu. Si ça devait se faire tout mou, tout tranquille, ça se pourrait qu'on passe une semaine dans cette zone. Je parle bien sûr d'une zone peut-être un peu plus large, hein. Voilà, on va dire dans cette zone-là, 61 à 60... Bon, à 64, allez, admettons. 61-64, cette zone-là. Qu'on se passe une semaine là-dedans, un peu à s'ennuyer, et puis ensuite un petit passage sous la structure, et on dégage vers le haut, par exemple. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, c'est assez mitigé. Dans tous les cas, depuis qu'on a perdu 66, nous, on est un petit peu dans l'expectative, on attend, pour le coup. Et puis voilà, cette flat là, pour le coup, n'arrivera pas, malheureusement, puisque c'était notre scénario privilégié. On était sur un niveau, plus une trend. Donc il y avait des jolies possibilités pour qu'on vienne à péter cette structure. Non, ça continue à distribuer. Donc voilà. Les ETF et leurs afflux vous donneront quand même, au moment où ils vont se retourner, vous donneront quand même des possibilités intéressantes, c'est-à-dire il faut que les ETF repassent haussier. Le scénario complètement baissier, c'est quoi? À ce stade, ça serait qu'on soit en train de perdre toutes les trends qui sont là-dedans, trends haussières, d'accord? Et le scénario complètement baissier, pour moi, on va dire dans le pire des cas, à ce stade, c'est 50 000 assez rapidement. C'est-à-dire que je dégage complètement en dessous de la figure ici, petit panic sell, on a encore de la liquidité résiduelle vite fait dans cette zone-là, et on revient visiter finalement quoi? La trend la moins agressive de toute la verte. Celle-ci. Qui est certes temporaire, mais qui marque un peu la figure dans son ensemble, d'accord? C'est-à-dire vraiment revenir à 50 000, pour moi, là on fait souffrir un paquet de monde, etc. J'y crois pas trop pour le moment, mais j'ai les yeux ouverts en me disant que ça peut bien sûr toujours se mettre en place et qu'il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas vocation à payer 50 000 moi sur Bitcoin. Par contre, si on a un joli flash ici sur les altcoins, je commence à vraiment me positionner sur des ordres d'achat beaucoup plus bas, 8-20% plus bas que leur dernier bottom, parce que ça pourrait être une jolie capitulation avant continuation. Qu'est-ce qu'on aurait sous les yeux du coup là? Vous voyez ici, hop, voilà, d'une certaine manière, cette espèce de biseau en montée, 1, 2, 3, une 4 ici, qui vient chercher le bas. Et puis ensuite, on pourra donner notre 5 à 115. Ça, c'est possible. C'est quelque chose, c'est une structure qu'il faut intégrer. Perte de cela, il faut que ça, si ça se fait, ça serait un flash crash qui arriverait assez rapidement. 51 000, 50 500 comme bottom ultime. En fait, finalement, ça, c'était que le début d'une correction plus importante. Elle-même sous une forme de biseau. Je vais vous la montrer. Donc vous avez compris la montée en biseau et la descente en biseau se caractériserait, on va le faire simple, hein, mais comme quelque chose comme ça. D'accord? 1, 2, 3, 4, une 5 assez violente qui vient de revisiter le bas du biseau. Et ensuite cassure du biseau, cassure de tout, etc. Donc pas du tout un flag là-dedans, mais autre chose de plus élargi. Je reste ouvert à ça, pas du tout mon scénario privilégié, mais j'y reste ouvert, et si ça arrive, du coup on jouera allègrement le gros swing, et peut-être potentiellement avec une position assez péchue sur ça. Parce que là il y a un très beau niveau, couverture d'une imbalance là-dedans,
qui a été en partie couverte là où on a rebondi dernièrement, mais qui n'est pas totalement couverte. Elle sera plus couverte dans toute cette zone-là. Mais globalement, voilà, le scénario, le bad taste scénario, le scénario dégueulasse, c'est celui où on tape 52, 50, peut-être 52 petites déviations à 50, et où là, du coup, en fait, la structure nous dit... Alors, ceux qui veulent défendre ça, la structure nous dit biseau. Ceux qui veulent défendre ça, et biseau en montée, biseau en descente. Biseau d'élargissement, hein. Quand je dis biseau, c'est pas un biseau comme ça, c'est un élargissement. Je parle de biseau, mais en fait, c'est un élargissement plutôt. Donc ça reste tout à fait possible, j'y reste tout à fait ouvert, et il n'y a aucun problème à l'intégrer éventuellement dans le champ des possibles. Ce qui du coup nous permettra de pas... Ceux qui veulent par exemple éventuellement se dire, tiens, moi j'achèterais bien du BTC dans les 50 000 $. Laisser en ce moment des ordres traîner à 50 000 n'est pas du tout une connerie. Ça n'est pas du tout quelque chose qui semble impossible. Et si ça touche, c'est bien. Pour vous, moi j'ai pas vocation à acheter ces zones-là. Je veux pas trop augmenter mon prix sur BTC parce que je suis plutôt en train de me préparer à une très légère rotation vers les altcoins, on va dire ça comme ça, parce que je pense que ça commence à sentir bon de ce côté-là, et j'ai pas envie d'augmenter mon prix moyen d'achat ni sur BTC ni sur Ether. Maintenant, donc à l'inverse, voilà, je suis plutôt en train de me dire que les alts présentent des choses intéressantes. Et encore une fois, les choses intéressantes sur les alts, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais la zone est large. Parce que elle couvre, à mon sens en tout cas, j'ai expliqué qu'on rentrait dans une zone premium là pour le moment, elle couvre toute une zone d'achat où les alts peuvent perdre 8% en market cap. Si on fait cette fameuse continuation A, B, C, d'accord, là, pour le coup, vous attrapez des ordres, vous le comprenez, extrêmement intéressants sur les altcoins. Donc, n'hésitez pas à acheter cette correction si elle arrive. Moi, en tout cas, je me place comme ça un petit peu sur les alts. Pour le coup, c'est des zones intéressantes. Et vous, théoriquement, vous devriez déjà être en train de commencer à payer ces zones-là. Parce que les alts ont déjà des endroits où elles sont intéressantes à l'achat. Il y a certains endroits, il y a certaines alts, on va dire, qui présentent déjà des supports intéressants. Donc voilà un peu l'idée, plutôt dans l'esprit pour moi en rotation vers les alts, mais parce que je pressens qu'elles vont corriger. Donc du coup, bon, vous comprenez ici que en termes de partie de mon portefeuille, on va dire ça comme ça, en termes de pourcentage sur mon portefeuille, acheter ici à la descente, ça va le faire légèrement augmenter le pourcentage, mais mes prix d'achat seront relativement bons. Et j'ai déjà des alts, hein. Attention, ici l'idée c'est de plutôt lisser mon prix d'achat encore plus vers le bas. Je ne suis pas vendeur de mes alts là actuellement, je suis plutôt positionné à des achats supplémentaires, encore une fois. Et puis, dans l'idée, pour l'instant, moi, je suis pas extrêmement intéressé par BTC, mais parce que j'en ai énormément dans mon portefeuille, d'accord. Ne le prenez pas comme... Parce qu'il y a des fois des gens qui sont pas très intelligents, qui regardent les vidéos, malheureusement. Ne le prenez pas comme switcher 100% altcoin, d'accord. C'est pas du tout le risque dont je suis en train de parler, parce que, encore une fois, des fois, il y a des gens qui sont quand même pas très bien câblés, parfois, et qui peuvent aller jusqu'à 1 heure de vidéo comme ça, ça paraît étonnant, mais voilà. Ne le voyez pas comme mettez-vous 100% à altcoin. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que actuellement mon portefeuille est déjà à 70% BTC plus ETH, d'accord. Donc redescendre ici là-dedans, et s'il y a ce mouvement sur les altcoins là, à maxima, me fera passer sur un portefeuille sur lequel je suis, admettons, à 63, 27, 60, ouais, maxima, vraiment, je disais 63, 27, mais c'est même pas ça, oui, voilà, à maxima, voilà, 60, 40, on va dire ça comme ça. Et là, je parle de ce que j'ai en crypto, je parle pas de ce que j'ai en cash sur le côté également. Mais voilà, réinjecter du cash ici, s'exposer un peu plus si jamais on avait une correction supplémentaire, m'intéresse. Être sur, ici, quand on sera là,
autour des 12-13% d'altcoin dominance à 40% en altcoin m'intéresse, d'accord. Ça ne veut pas dire que je lâche mon investissement qui est prédominant quand même sur BTC, Ethereum. Ça veut dire que si on va là, pour le coup, c'est des zones qui vraiment commencent à m'intéresser. Au cas où on fait ça, et derrière, jamais de la vie, je ne laisserai mon portefeuille passer à plus de 50-50, moitié BTC ETH ici, et moitié alt. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à prendre du profit si les altcoins représentent plus de 50% de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que s'il y a une correction majeure sur les alts, je me protège dans ce cas-là. Hein, d'accord? Imaginez que là, on a un run quand même, que les alts, je suis à 50% dessus. Et ben, admettons que les alts perdent 50% de leur valeur, on va dire que je perds 25% de mon PF en soi. Donc je vais toujours avoir tendance à vendre de l'alt dans ces zones-là, vendre de l'altcoin. Pourquoi? Pour essayer de récupérer des corrélations comme 60-40 et 70-30 si je pense que le run est terminé sur les alts. Ça reste toujours des histoires de rotation. À quel point je veux être exposé sur la partie risk-on de mon marché, à quel point je veux être en cash déjà, à quel point je veux être en BTC, à quel point je veux être en ETH, à quel point je veux être en altcoin. Moi, je vois ça que comme des rotations, risk-on, risk-off, etc. Et pour le moment, je dirais qu'on est sur le curseur, on est autour des 40% risk-on. Quelque chose comme ça. D'accord, dans le curseur. Avec, je le rappelle, 70% BTC ETH, 30% d'altcoin. Actuellement, on est dans ce cadre-là. Si le marché passe risk-off, il va vendre beaucoup. On va commencer à relativement augmenter, nous, notre idée que c'est des bons points d'achat. On va passer 50 et peut-être 60% risk-on en achat d'altcoin, encore une fois. Donc, commencez à étudier les choses qui vous intéressent. Si jamais c'est ce qui arrive, laissez traîner vos ordres parce que ça peut se faire très rapidement, ce genre d'histoire. Et puis, aucune certitude de ce côté-là. Donc, du coup, ça vaut le coup d'avoir déjà un petit orteil trempé, d'avoir fait quelques achats là dans les dernières soldes. Maintenant, pour moi, c'est peut-être pas terminé, puisqu'on a perdu des choses importantes. En termes de possibilités, puisque l'idée c'était quand même peut-être plutôt de venir dans ces zones-là. À ce stade-là, si on vient à perdre ça, ça risque d'être assez rapide à se faire, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, sinon on va encore faire une vidéo super longue. C'était un contenu qui était quasi affilié, encore une fois aussi, parce que long est vraiment dans le détail. Je vous donne vraiment ma routine, c'est ma manière de travailler, c'est mon fond, c'est la manière dont je pense, voilà. Et c'est toujours une idée qu'on n'est pas Madame Irma, mais que par contre, on regarde les choses avec honnêteté intellectuelle. Et on se dit, si on fait ça, je fais quoi? Et si on fait ça, je fais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis déjà dans l'action. Je suis déjà dans l'action parce que j'ai un critère d'aide à la décision graphique, on va dire ça comme ça, qui me dit, bon, ok, là, ça peut, pour le coup, commencer à devenir quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, si vous voyez BTC aller à 50 000, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes plutôt positionné sur de l'achat ou est-ce que vous voyez plutôt BTC s'il va à 50 000 aller à 32 000? Si c'est votre cas, à ce moment-là, vous allez vendre 50 000, il n'y a aucun problème à le faire. À partir du moment où ça correspond à votre analyse, le fait que le prix ne donne pas raison à votre analyse derrière n'est pas un problème. Parce que si vous êtes prêt à vendre, on va dire, à 50 000, si le prix y va, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire à 32, c'était votre analyse. En soi, vous n'avez aucune certitude que ça va se faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez mettre un pourcentage sur votre idée que si BTC va à 50K, par exemple, il peut descendre à 32, et vous estimez que on a, 40% de chance de le faire. D'accord? Admettons. C'est pas mes estimations du tout, vous l'aurez compris, moi je suis pas du tout dans cette idée-là, mais voilà, le gars qui dit, bon ok, si BTC va à 50, moi je le vois bien à 32, et j'estime 40% de chance de BTC d'aller à 32, à ce moment-là, théoriquement, son action devrait être de vendre 40% de ses BTC à 50 pour les racheter à 32, à hauteur de 40%, pas à hauteur de 100%, on n'est pas...
On n'est pas Madame Irma, on n'est pas des nazis, on n'est pas... voilà, ne soyez pas des nazis avec votre portefeuille non plus. Par contre, si dans votre analyse, bah, c'est comme ça que ça doit se faire, bah, votre analyse, on va dire, statistique devra derrière développer votre analyse, on va dire, quantitative. Voilà. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et quelle sera la question du jour? Alors dernièrement j'ai eu pas mal de problèmes de santé, au sens où j'ai chopé toutes les gastro, toutes les grippes, mais à un moment donné, j'ai même cru que j'avais un Covid long, quoi. C'est-à-dire que j'arrive plus à... Enfin, pour le moment, en tout cas, j'arrive plus à faire du sport. Je fais à peine mon échauffement d'avant et j'ai déjà, on va dire, sensiblement une certaine fatigue musculaire. Donc j'ai vraiment chopé tout ce qui traînait dernièrement. Et voilà, bah, est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous avez l'impression de choper tout ce qui traîne? Personnellement, c'était pas du tout mon cas avant. J'étais vraiment pas très souvent malade. Mais là, en l'occurrence, j'ai passé vraiment une année de merde par rapport à ça. Bah, puisque vraiment, je crois que j'ai été le mec le plus malade même de la famille, quoi. C'est-à-dire plus malade que mon fils, qui est quand même à l'école pas mal exposé à ça. Voilà, c'était la question du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.